Tu sais pas de quoi on peut parler, Michel, il fait. Ce match, on peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Je veux pas trop vous mettre en tête, mais vous savez pourquoi on est là. Mais qu'on parle de quoi? De moi, du tout, je les mêlés, je sais pas moi. On a rien fait. Où avez-vous commencé le rugby? Au Chesnay, dans la banlieue ouest, à côté de Versailles. Quand avez-vous commencé le rugby? Oula, c'était 87, si ma mémoire est bonne. C'était, ça devait être en Benjamin. Voilà. C'est mon père qui avait longtemps joué au rugby et puis qui m'a dit, étant un fils unique, peut-être que ça serait bien que tu aies partagé des choses avec des enfants de ton âge. Quand je dis partager, c'est pas forcément des émotions, c'est apprendre à donner un peu. Je recevais beaucoup, j'avais un environnement familial qui était privilégié. Et voilà, donc après le tennis, j'ai fait du rugby. Quels sont vos premiers souvenirs dans un vestiaire? J'ai un souvenir, c'est celui de mon père. En fait, j'avais sûrement l'atavisme à jouer pour mon arrivée dans le rugby. Et donc j'avais ce visage paternel qui à la fois m'amenait un côté protecteur, mais aussi une forme d'exigence, puisque lui avait beaucoup joué, et donc je n'avais pas envie de le décevoir. Je ne me rappelle ni de l'endroit, ni du match, ni du résultat, mais voilà, d'avoir eu cette espèce à la fois de confiance qui m'était traduite, mais aussi de forme de pression, d'envie de bien faire pour ne pas décevoir le paternel. Quels sont vos premiers souvenirs en équipe senior? C'était à Souston, en stage avec le Racing Club de France. Je venais d'avoir 18 ans, on était champion de France Crabos avec le Racing. Et avec quelques coéquipiers, on avait été invités à participer. Robert Paparambord était l'entraîneur au stage de reprise du Racing, qui faisait traditionnellement ses stages dans le sud-ouest. Et on avait joué à Souston un match amical contre Bayonne. Et j'avais en face de moi un certain Patrice Tagisquier. Conservez-vous des odeurs ou des bruits en mémoire? Ouais, bien sûr, l'odeur du camphre, de l'algipan, même si aujourd'hui c'est un produit qu'on n'utilise plus beaucoup. Et puis des remules, des vieux maillots, des vieilles chaussettes. Ça sent pas bon et ça sent tellement bon en même temps un vestiaire que à chaque fois qu'on retourne dedans, alors même voilà, s'il y a certaines odeurs qu'on perçoit moins ou qu'on perçoit plus, on a des images comme ça et des connexions au niveau du cerveau qui reviennent toujours. Pourquoi séparent-on les avants et les arrières? Ouais, ça c'est une image, je suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Moi je faisais plutôt partie des trois quarts qui aimaient bien aller au milieu des gros. Peut-être parce qu'on y trouvait la sécurité, ou en tout cas une forme de sécurité. J'aurais pas la prétention de dire qu'on leur amenait de la sécurité, nous les trois quarts, mais c'est vrai que ça a souvent été comme ça, parce que il y a cette dichotomie dans le rugby, hein, c'est un sport avec deux grandes familles, hein, et deux corporations de métiers différents, ceux qui gagnent les ballons et puis ceux qui les jouent. Donc c'est pas le même niveau d'exigence, c'est pas le même engagement, c'est encore moins le même sport aujourd'hui que ça ne l'était déjà il y a 20 ans. Néanmoins, je crois que voilà, les trois quarts ont souvent besoin d'aller sentir justement un peu ce qui se passe du côté des avants. Chaque place est-elle importante dans un vestiaire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place importante. Il y a des gens importants dans un vestiaire. Il y a des caractères différents dans un vestiaire, ce qui fait qu'il y a des individus qui ont besoin d'être au centre du vestiaire, qui vont parler plus fort que les autres, et d'autres qui vont être plus discrets, plus introvertis, mais qui vont avoir exactement le même rôle à jouer. C'est ça l'alchimie et la richesse d'une équipe. C'est une agrégation de personnes qui sont totalement interdépendantes, bien qu'ils aient des configurations et des manières d'être totalement différentes. Qui fallait-il éviter dans un vestiaire? Laurent Pedrosa. Laurent Pedrosa était un joueur qu'il fallait éviter, surtout dans les moments où ça monte vraiment en température, typiquement dans les douches. Je disais tout à l'heure que j'aimais bien aller me frotter un peu au gros, mais il ne fallait pas se frotter à Pedro. Pourquoi y a-t-il une transformation de l'homme au joueur? Je crois que
tu arrives finalement dans une journée où tu vas au vestiaire. Alors évidemment, on parle du vestiaire avant le match, hein, on ne parle pas du vestiaire pendant les phases d'entraînement, avec une pression et un rapprochement de l'objectif qui est le moment où tu vas rentrer sur le terrain. Et donc ça engendre pas mal de choses en interne. D'abord une envie d'y aller au combat, mais aussi une forme d'appréhension. Et cette appréhension, tu vas pouvoir l'expulser et la combattre grâce aux autres. Donc ce moment où on va se retrouver dans un univers clos, où on est encore protégé, parce que les adversaires sont eux aussi dans un univers clos, mais qu'on ne voit pas, c'est très important. Et donc il y a toute cette phase de doute quant à la performance qu'on va livrer, quant à ce que les adversaires vont nous mettre, la réaction du public, l'issue du match, etc. Qui fait qu'on a besoin de se recroqueviller les uns avec les autres et les uns entre les autres pour pouvoir affronter ça. Donc c'est à la fois un moment qui n'est pas forcément très agréable parce qu'on veut en découdre, on veut y arriver, mais qui est quand même nécessaire parce que c'est ça qui crée la cohésion et c'est ça qui fait qu'on ressent si on est une équipe et si les joueurs sont prêts. On dit souvent d'ailleurs que dans un vestiaire, quand on croise les regards, qu'on observe les attitudes de ses coéquipiers, on peut comprendre le niveau de préparation et savoir si une équipe est prête ou pas. Conservez-vous un souvenir marquant de cette métamorphose? La métamorphose dans le vestiaire, une vaste question avec toujours la même analyse, c'est-à-dire que pour se métamorphoser, il faut des gens qui nous donnent envie de le faire. Donc j'ai pas été forcément dans ma carrière toujours confronté à des gens qui culturellement utilisaient ça. Mais c'est vrai qu'ici au Stade Français, avec Bernard Laporte, on a connu voilà, un entraîneur qui avait pour habitude et pour affection aussi de transcender un peu les hommes. Alors avec des discours musclés, avec une montée un peu en tension, qui savait savamment orchestrer. Et même si on répétait finalement ça tous les week-ends, où normalement il y aurait dû avoir une forme d'habitude, ben il arrivait à trouver les mots pour nous faire bouillir intérieurement. Donc c'était alors à la fois amusant quand on regarde ça avec un peu de hauteur, et à la fois extrêmement mobilisant et efficace quand on y était. Et je crois que c'est finalement le truc qui me manque le plus. Quand on arrête de jouer, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'ai deux moments pour lesquels je n'arrive pas à trouver d'ersatz. C'est les 10 minutes avant de sortir, de ce qui se passe dans le vestiaire, ce moment voilà, où l'adrénaline, l'excitation et l'envie d'en découdre atteint son paroxysme, et le couloir. Après, une fois que le match est commencé, c'est pas ce qui me manque. Mais ces moments-là, j'aimerais bien pouvoir les revivre. Mais malheureusement, ce n'est qu'un doux rêve. Pouvez-vous expliquer l'aspect tactile du rugby et de ses vestiaires? Parce qu'il y a un risque, parce que le rugby, c'est du danger. À un moment, il y a une mise en danger de soi. Et donc, ça engendre de la peur. On va pas au combat seul, on a besoin des autres. Donc ce rapport de contact, d'affect aussi, hein, qu'on va se témoigner les uns envers les autres, ben, il nous amène ça, il nous amène finalement un peu de courage pour pouvoir aller au combat. Et quel que soit l'adversaire, c'est la particularité du rugby, qui est un sport de combat collectif, il n'y en a pas d'autre. Donc on a un besoin féroce de pouvoir ressentir ça, c'est-à-dire cette espèce d'unité entre les joueurs. Alors on l'exprime d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a 100 ans, ils juraient sur le poignard vaincre ou mourir. Aujourd'hui, on le fait différemment. La culture anglo-saxonne a peut-être un peu plus assoupli tout ça. Mais néanmoins, le français garde cette envie de passer du temps dans le vestiaire, et de s'y enfermer, de se dire des choses très simples et pas forcément très agréables vis-à-vis des adversaires ou de quiconque. Mais voilà, culturellement, je pense que c'est un truc qui nous est chevillé au corps et qu'on gardera encore un certain nombre d'années. Pourquoi le discours du coach est-il si important?
Bah, il est attendu parce que je pense que c'est le déclencheur. C'est le déclencheur de tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire que lui, il est comme l'artificier, quoi. Il place sa mèche et puis, bah, alors généralement, elle est un peu longue, hein, le discours de l'entraîneur, il intervient. Alors ça dépend, c'est vrai, mais souvent, il intervient à l'hôtel 1h30, 1h45 avant le départ en bus. Donc il ferme le couvercle, c'est comme la cocotte minute, quoi. Il visse, il allume en dessous et puis il attend que ça commence à siffler. Et puis le moment où ça commence à siffler, où la vapeur sort, c'est quand on rentre dans le vestiaire. Et là, il peut tout se passer. Conservez-vous un souvenir d'un discours marquant? Qu'il soit violent ou tendre, il y a toujours quelque chose à retirer. Et je pense que le plus marquant, c'est pas les mots qui ont pu être employés ou les conséquences du discours, que ce soit des larmes, des bagarres, enfin, c'est arrivé hein, dans les vestiaires qu'on en vienne aux mains. Voilà, c'est finalement la conviction de ceux qui les livrent, ces discours. Et c'est ça finalement qui est poignant. On se dit, voilà, il y a un tel engagement personnel des gens que ça peut pas laisser indifférent. Ou si ça laisse indifférent, c'est qu'on n'est pas sur le même logiciel et qu'on n'est peut-être pas fait pour faire ce sport-là, ou en tout cas dans ce pays-là ou dans ce vestiaire-là. Et en France, que ce soit des discours cadrés, soft entre guillemets, ou alors des trucs beaucoup plus chauds, finalement il y a toujours quelque chose derrière et il y a toujours un côté passionnel qui s'exprime, et ça c'est la richesse des individus, la diversité aussi qui fait ça, de manière très singulière et très propre à chacun, mais qui voilà, toujours va amener quelque chose et va donner, quand c'est sincère, l'envie aux joueurs de sortir sur le terrain et de donner le maximum. Sans discours, pas de match? Ça me semble difficile à concevoir autrement, ouais. Après, il y a certainement des équipes qui ont atteint un niveau de plénitude, qu'ils sont dans la répétition. Mais voilà, l'exception culturelle française fait que on a toujours besoin de se faire peut-être un peu piquer les fesses pour pouvoir éviter de tomber dans la facilité. Et c'est ce qu'on dit, on dit toujours, là, le moment où on est les plus dangereux, c'est quand on est un peu critiqué, remis en question. Je pense que l'anglo-saxon pourra éventuellement avoir un match sans discours. À partir du moment où, du lundi jusqu'au vendredi soir, il a potassé son plan de jeu et qu'il maîtrise parfaitement sa stratégie, il va appliquer. Le français, on n'est jamais sûr. Jusqu'à ce qu'il rentre sur le terrain, on n'est pas sûr. Même jusqu'à ce qu'il y ait la première mêlée ou le premier ballon touché, on n'est jamais sûr. Donc il faut aller chercher ça. Puis c'est presque devenu un jeu. Comment réagissiez-vous à ces moments de motivation? J'ai dit tout à l'heure, c'est un moment que j'affectionnais, j'avais besoin de ça. Et d'ailleurs, à la fin de ma carrière, c'était une difficulté pour moi de ne pas vraiment arriver à trouver la transcendance. C'est-à-dire que voilà, ces moments, c'est vrai, quand ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans que tu les vis, ben, ça devient quand même une routine. Même si on monte dans les tours et qu'à chaque fois on repousse la limite de ce qu'on peut faire, on monte en régime, on monte dans les tours. Il y a un moment où... Et c'est vrai que j'avais du mal à rentrer dans cet état d'excitation, mais qui est finalement très, très irrationnel comme truc, parce que s'il faut, j'aurais fait une séance de relaxation avant, ou j'aurais fait une préparation totalement différente, ça aurait peut-être très bien marché aussi. Mais comme j'avais toujours connu ça, ouais, c'est comme la chaussette, le slip, ça devient presque le porte-bonheur, et en tout cas le gage d'un match réussi, ou en tout cas si on ne le fait pas, on se dit oh là là, peut-être que ça n'a pas bien marché. Preniez-vous la parole dans le vestiaire? Non, au début non, mais et puis je jouais avec des personnalités et des personnages qui étaient déjà très, très spectaculaires à écouter, théâtraux, et puis voilà, avec un certain charisme. Hein, quand tu te trouves dans un vestiaire avec Bernard Laporte entraîneur, Moscato, Simon, Blond, Diego Dominguez, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais tu écoutes. Et puis t'attends à la limite qu'on te regarde et qu'on te donne la parole, ce qui n'arrive jamais.
Mais en vieillissant, oui, en vieillissant, déjà parce qu'on, quand on vieillit, on regarde plus derrière soi que devant soi. Et on se dit, voilà, peut-être que moi, je peux utiliser ce que j'ai appris, ce que ma carrière m'a offert pour l'expliquer aux autres et pour donner modestement, mais quelques chemins, quelques idées. Je pense que c'est la progression de tout joueur de rugby. Après, voilà, il y a une forme de maturité qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a une forme de courage aussi de prendre la parole. Moi, aujourd'hui, je vais souvent voir les jeunes, je leur dis, vas-y, parle, prends la parole. Mais si je suis très honnête, à leur âge, je ne l'ouvrais pas non plus. Quelqu'un vous a-t-il impressionné par ces discours? Pichotte a été un capitaine étonnant, parce qu'il avait une vraie emprise sur les hommes. Et il sortait des leviers traditionnels pour les motiver. Il allait plus loin dans la réflexion, plus loin dans l'élocution, même s'il parlait, voilà, il parlait français comme un Argentin. Mais c'était pas, voilà, c'était pas les phrases traditionnelles qu'on entendait. Après, voilà, bon, Bernard a été aussi dans sa personnalité si particulière, quelqu'un qui nous a tous marqués. Tous les joueurs qui sont passés dans les équipes qu'il a entraînées se souviennent de ces tirades mémorables, qu'elles soient victorieuses ou pas. Ouais, ça fait partie des deux personnages qui m'ont marqué. Est-ce interdit de rire dans un vestiaire? Ça dépend pour qui. On a souvent rigolé, mais on ne le montrait pas. On rigolait intérieurement. Quand Vincent Moscato a une crotte au fond de la chaussure et qu'il met la chaussure avec Bernard Laporte qui est en train de hurler sur tout le monde, à l'intérieur on se bidonne. Mais à l'extérieur, il n'y a pas un mec qui montre quoi que ce soit. Conservez-vous un souvenir risible de cette situation? Ouais, j'ai des souvenirs de détresse dans des vestiaires où on a failli à notre mission. Alors ça peut être une mission à court terme, c'est-à-dire celle du match qu'on vient de perdre, ou ça peut être des faillites plus lourdes de conséquences. On a perdu une finale d'accession avec le Racing, et je me souviens d'un vestiaire qui était complètement encéphalogramme plat, quoi. Tout était arrêté, les joueurs étaient dévastés. Il y a plein de moments particuliers dans un vestiaire. En retenir un, ce serait dénigrer les autres finalement, parce qu'il voilà, y a toujours une richesse ou quelque chose. Ce que je me rappelle, c'est d'une finale de Coupe d'Europe qu'on a perdue avec le Stade Français contre Leicester. Et où, après le match, on a mis peut-être une demi-heure avant de pouvoir parler, se dire les choses. Voilà, on en avait fait un objectif majeur. On a tenu le match longtemps grâce à Diego. Et puis finalement, en fin de rencontre, on s'est écroulé. C'était la première finale qu'on perdait avec le Stade Français. Ici, à côté, d'ailleurs, au Parc des Princes. Et je me rappelle de cette espèce de moment où tout le monde attend la réaction de l'autre, qui ne vient pas. Et je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé ou quel fait a entraîné une réaction, et on est allé prendre la douche. Mais on a l'impression qu'on pouvait rester jusqu'au lendemain dans le vestiaire à attendre qu'on ne sait plus quoi faire. Pouvez-vous décrire ces moments difficiles? Ouais, il y avait... généralement, quand ça ne se passait pas bien, il y avait deux étapes. La première étape, c'était le retour au vestiaire, donc où on mettait étonnamment 2 fois plus de temps à rentrer quand on était mené que quand on menait. Et ouais, il y a eu nous, c'était souvent la doublette. C'était d'abord Bernard et puis après Max, ou alors d'abord Max et puis après Bernard. Mais ouais, il y a eu un match à Jambouin contre Perpignan, où on fait match nul, je crois, à l'arrache, et où Bernard a été infect.
peux pas dire autre chose avec tout le monde. Menacer de déchirer les contrats des joueurs et tout. Enfin, c'était allé très très loin. On a quand même réussi à faire match nul, mais je me rappelle de ce moment. Et je me rappelle d'un autre moment où c'était avec le Racing et avec Pierre Berbizier qui était entraîneur. Et Pierre, à cette époque-là, on avait une équipe avec des Anglais, des Italiens. Et donc à chaque fois qu'il parlait dans le vestiaire, il parlait en français, en italien et en anglais. Et on perd le match à Narbonne, évidemment, il n'est pas content, il fait un discours en français, il fait la même chose en italien. Et la fin de son discours en français, c'est maintenant on va arrêter de jouer à la baballe et de se prendre pour les autres. Et il traduit en anglais « We stop to play the ball ». Ce qui est une traduction littérale, mais qui ne veut rien dire, quoi. Et je me souviens des visages des Anglais qui regardaient comme ça, s'il y a quelqu'un qui pouvait donner une information pour dire exactement ce qu'il avait voulu, ce qu'il entendait par « We stop to play the ball ». C'était assez amusant. Regrettez-vous les anciennes mi-temps qui ne duraient que 5 minutes? Non, parce que le niveau d'intensité n'était pas les mêmes, hein, donc forcément on avait sans doute un peu moins besoin de récupérer qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Après moi j'aimais bien rester sur le terrain, 3 oranges et puis on repartait. Après voilà, on est dans une autre dimension, dans une autre galaxie aujourd'hui avec les ordinateurs en temps réel qui travaillent, les mecs qui vont... il faut savoir vivre avec son temps. Pas être nostalgique, mais c'est un autre rugby, même si j'ai vu il y a encore pas si longtemps que ça, sur des demi-finales à Bordeaux, je crois, que certaines équipes choisissaient de rester sur le terrain parce que le couloir à Chaban était trop long et que finalement les bonnes vieilles méthodes, elles n'étaient pas si mauvaises que ça. Et l'éponge magique? L'éponge magique? Bah, c'est les avants qui pouvaient être... Moi je peux pas t'en parler, nous l'éponge, on l'utilisait jamais, nous on se recoiffait plutôt à la mi-temps, les 3 quarts. Que pensez-vous de la télévision dans les vestiaires? Écoute, je le verrais en 2 temps. Une première époque où le Canal+ qui venait au stade, c'était un privilège. C'est-à-dire que voilà, tu faisais partie du club qui avait été choisi pour la retransmission. Donc il y avait un côté valorisation de ton club, de tes performances, etc. Donc le joueur il était en demande. Il voulait qu'on le voie, etc. Il avait prévenu toute sa famille, on passe à la Canal, etc. Donc s'il fallait rester 10 minutes de plus dans le vestiaire parce qu'il y avait la caméra, on restait. Et puis le temps a fait que voilà, la médiatisation ponctuelle, elle est devenue quotidienne, ou en tout cas chaque week-end il y a une caméra, ou 2, ou 3, ou 4, tous les matchs sont télévisés, et c'est devenu une habitude. Et ce qui fait que ce qui était quelque chose de valorisant aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est plus difficile à appréhender, parce que c'est la norme. Et donc les joueurs ne le vivent pas de la même manière. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, même si voilà, il y a forcément du pour et du contre, le rugby doit rester ouvert. On est peut-être le sport le plus médiatique derrière le football, et qu'on a encore cette accessibilité. Et que se refermer sur nous, penser qu'on fait des trucs qui doivent rester secrets, fermer les vestiaires, fermer les entraînements au public, empêcher des gamins qui ont 12 ans de venir voir leurs idoles, c'est pas la bonne direction. Donc ça ne tiendrait qu'à moi, les vestiaires resteraient ouverts à la presse et aux journalistes d'ailleurs, avant match, après match, etc. pour qu'on puisse garder ça. Il faut arrêter de se protéger contre nous-mêmes. Si on se protège, c'est qu'on a peur. Ce n'est pas une caméra qui va venir. Alors évidemment, il y aura des conditions. Ils ne vont pas rester jusqu'au dernier moment. Mais quoi qu'il arrive, on le subira. Et de dire, bah non, la caméra, elle ne rentre plus dans le vestiaire. Aujourd'hui, il y a une petite caméra qui filme tout en permanence. Donc ce qu'on ne voulait pas montrer il y a 20 ans, bah, on le montre quand même aujourd'hui puisqu'il y a cette petite caméra. Donc ce n'est que des contreparties. Et je pense qu'on ferait mieux de travailler conjointement et d'expliquer aux joueurs aussi l'intérêt qu'ils ont à jouer ce jeu avec les médias, parce que bah, plus tard, c'est leur notoriété qui en sera embellie et qui sera développée, plutôt que de les protéger contre des choses finalement qui ne sont pas très dangereuses. Quel moment préfériez-vous dans les vestiaires? À l'avant-match. Je dis les 10 minutes. Les 10 minutes où on rentrait de l'échauffement et où on allait se préparer pour rentrer définitivement et pour aller
combattre, entre guillemets, pour nous les trois quarts, mais voilà, on suivait les combattants en tout cas. Pour vous, c'est quoi un vestiaire de rugby? Vaste question. Le vestiaire, c'est l'endroit où tout rugbyman rêve de rentrer. Puisque si tu rentres dans un vestiaire, c'est que tu vas porter le maillot et c'est que tu vas jouer. Et quand tu es blessé, ou quand tu arrêtes de jouer, ou quand on veut plus que tu joues, tu rentres plus dans le vestiaire. Et d'ailleurs, tu nourris une certaine pudeur par rapport à ça. C'est-à-dire tu dis maintenant je ne vais pas y rentrer parce que c'est pas ma place. Alors que bon, pourquoi ce serait pas ta place? Tu l'as eu ta place dans le vestiaire. Et c'est très particulier comme ressenti. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre à ceux qui ont la chance aujourd'hui de rentrer dans le vestiaire, d'avoir leur casier, d'avoir leur maillot qui les attend. C'est que c'est un moment de vie dont il faut qu'ils profitent parce que ça ne dure pas toute la vie. Et que voilà, l'important c'est de pouvoir y rentrer. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, merci parce que c'est une interview riche. Je ne savais pas de quoi on allait parler avant que tu me poses toutes ces questions. Et c'est assez intéressant, c'est un peu une introspection sur soi-même. Et c'est un sujet que j'ai jamais entendu, donc excellente idée d'avoir fait ça. Très bien. Bon, c'est parfait. Merci. Merci, Patrick.